Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans votre émission Arc-en-ciel, émission 100% marocaine sur Radio Pluriel. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Ce dimanche 19 janvier 2014, nous aurons deux intervenants de renom. Dans le cadre du nouveau concept de l'émission Arc-en-ciel, le portail d'un Maroc nouveau en France. Le premier n'est que le franco-marocain M. Ali Lazar, secrétaire général de la section PAM France, Parti pour Authenticité et Modernité, qui est notre premier invité dans le cadre d'une série d'initiatives inédites que nous vous proposons, à savoir donner la parole aux différentes compétences marocaines engagées de s'exprimer au nom de leur parti politique représenté en France. C'est ainsi que la semaine prochaine, nous serons en direct avec M. Omar Al-Mourabet du parti PJD. Notre chronique sera animée par Abdelaziz Dehassi aussi, et avec un intervenant, pas le moindre duquel n'est que le jeune, talentueux et analyste et géopoliticien, M. Hamid Chriet, qui va intervenir sur le deuxième dossier concernant le rôle du Maroc comme plateforme incontournable entre l'Europe et l'Afrique. Ces deux interventions vont être animées par le talentueux Abdelaziz Dehassi, en souhaitant la bienvenue à nos deux intervenants qui sont natifs de la ville de Oujda, capitale de l'oriental Arasot Sharq, la ville de Oujda. On vous laisse avec cette pause musicale. صباح الخير يا وجدة وصباح الخير واش مازال حبيبي بين صورك ولا غاب الطير قولي له راني فكر فيك كتير قولي له راني وحشته كتير حبيب بك الغزال جدا يا وجدا وما ننساه قلبي محال جدا يا وجدا وفيك الحبيب بك الغزال جدا يا وجدا وما ننساه قلبي محال جدا يا وجدا وفيك الحبيب بك الغزال
L'engagement citoyen est le fondement même d'une société qui se projette dans l'avenir. Une démocratie est avant tout un espace dans lequel chacun peut et doit s'exprimer librement. Le Maroc a depuis son accession à l'indépendance, petit à petit, posé les fondamentaux d'une monarchie parlementaire et démocratique. Sa Majesté Mohamed VI, par la nouvelle constitution, a permis la mise en place de cette nouvelle gouvernance. Les Marocains résidant à l'étranger se doivent aussi de participer pleinement à cette nouvelle donne, car la réussite est de la responsabilité de chacun. Et c'est l'esprit même de cette nouvelle constitution. Votre émission Arc-en-Ciel, Portail du Maroc, se doit aussi d'accompagner cette initiative. Et c'est dans cet esprit que nous allons donner la parole à des Marocains résidant en France et qui s'engagent en représentant des partis politiques marocains dans l'Hexagone. Dans un esprit d'équité, nous donnerons aussi la parole aux leaders des partis ne disposant pas de représentants. Nous allons aujourd'hui accueillir un premier représentant d'un parti politique. Ali Lazar est un jeune cadre marocain d'une grande multinationale travaillant à Paris. Il est, depuis mars 2013, secrétaire général du PAM, Parti Authenticité et Modernité. Ali Lazar est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'INSA et d'un master en management des entreprises de l'IAE. Acteur associatif, il a fondé une association pour les étudiants marocains sur le campus rouennais en 2008 et ensuite a intégré plusieurs initiatives pour le développement au Maroc et devient secrétaire général de l'association Maroc à Entreprendre qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat au Maroc. Bonjour Ali Lazar. C'est Abdelaziz et merci pour l'invitation. Bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Bonjour Lazar, merci d'être en direct avec nous pour répondre à quelques questions. Un plaisir. Eh bien écoutez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le parti Authenticité et Modernité pour nos auditeurs et auditrices? Le parti Authenticité et Modernité est un parti politique marocain fondé en 2008 dans un contexte politique de crise multiple. D'une part, il y a eu une déficience dans l'offre politique qui ne cesse de produire des discours monotones. Et d'autre part, le faible taux de participation aux élections législatives de 2007, qui était un tournant décisif et qui témoigne du discrédit qui frappe l'action partisane au Maroc. Le PAM, c'est aussi l'aboutissement intellectuel et la concrétisation objective d'une initiative de la société civile qui s'appelait à l'époque le Mouvement de tous les démocrates, créé en début 2008, et dont l'objectif consistait plutôt à combler le déficit de la mobilisation des élites nationales et la réhabilitation du sens de la politique auprès de toutes les catégories de la société marocaine, qu'ils soient des jeunes, des femmes, des Marocains résidant à l'étranger ou des citoyens du monde rural ou des régions désenclavées. En gros, l'enjeu principal de cette initiative était de démontrer la pertinence de l'engagement partisan et son efficacité pour réveiller et libérer l'intelligence et les forces productives au sein du pays et de créer un intérêt pour la chose politique. Et comme vous l'avez signalé dans la chronique, depuis mars 2013, le parti est présent en France et dans plusieurs pays européens, notamment en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et cette structuration à l'étranger n'est que la continuité d'un chantier important qui a été entamé au Maroc depuis la création du parti et qui consiste à se doter de structures organisées favorisant la démocratie interne au sein du parti. D'accord. Donc si je comprends, donc là vous nous donnez un petit peu un historique tant marocain que français. Abdeltif a une deuxième question à vous poser. Oui. Alors je vais lui céder la parole. Oui, c'est Ali Lazar. Ma question concerne quelles sont les grandes lignes actuelles du programme du PAM. Cela rejoint en même temps, pour tu peux compléter la question de Ser Abdeltif, cela rejoint à la fois le programme bien sûr du PAM au niveau national, bien évidemment, mais aussi ce que peut apporter les réflexions faites par vos antennes européennes. Exactement. Permettez-moi de vous dire dans un premier temps qu'un programme politique n'est pas simplement une bonne volonté de mener des réformes avec des mesures,
c'est surtout une méthodologie et un esprit de gouvernance. En tout cas, c'est la conviction que nous avons au sein du PAM. Et le PAM a une nouvelle approche plus pragmatique, plus innovatrice dans la pratique de la politique. D'ailleurs, le parti, à l'origine, il prenait un dépassement de toutes les idées populistes qui spéculent sur les souffrances des citoyens en instrumentalisant les constantes de la nation. Et puis, on réclame une forte attention aux réalités du terrain, ce qui va permettre, bien évidemment, de consolider les acquis et les réalisations du Maroc en termes de démocratisation, de défense des droits de l'homme et de développement économique et social. Parce que vous savez, le printemps marocain a commencé bien avant 2011. Ce qui importe vos auditeurs aujourd'hui, ce sont les questions bien évidemment liées au MRE. Il faut savoir que les enjeux de la diaspora sont multiples et complexes. Ils nécessitent une stratégie bien intégrée qui implique davantage les citoyens MRE dans le processus de la réflexion. Il faut vraiment finir avec toute la politique de communication qui est concoctée depuis Rabat. Il faut vraiment, je souligne, je donne beaucoup d'importance à ce point, il faut vraiment impliquer davantage les MRE. Et il faut un changement de cap qui mobilise à la fois tous les axes et en même temps tous les axes qui concernent les citoyens MRE. Permettez-moi rapidement d'étaler ces axes qui sont premièrement l'axe politique. Il faut vraiment instaurer une représentativité des MRE au sein des institutions de l'État. L'axe financier économique par l'accompagnement à l'investissement productif et l'encadrement des transferts d'argent. L'axe scientifique en facilitant la mobilité de la connaissance, des expertises et des compétences. Et puis l'axe culturel en préservant l'identité marocaine par l'encadrement de la pratique d'un islam modéré et l'apprentissage de la langue arabe et de l'histoire du Maroc à l'étranger. Et puis finalement l'axe social en renforçant les services dédiés au MRE en situation de précarité. Je pense plus particulièrement aux personnes âgées. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion au sein du PAN France d'amorcer la réflexion sur le sujet à travers un colloque que nous avons organisé au mois de novembre et qui a porté sur la question de la couverture sociale des personnes âgées, MRE, bien évidemment. Très bien, ça rejoint aussi un petit peu une précédente émission que nous avions faite à ce sujet. Et il serait peut-être important aussi qu'on y revienne. Troisième question. Est-ce que vous pourriez... Là, c'est plus à qui je m'adresse, intuité personnelle. Est-ce que vous pourriez nous donner les raisons de votre engagement au sein du PAM ou d'un autre parti, mais pourquoi le PAM, et vos ambitions pour ce parti en tant que MRE, jeune cadre marocain, qui peut à la limite se dire je suis complètement intégré, je peux mieux rejoindre l'UMP, pourquoi le PAM? Voilà. Mon engagement personnel. Vous savez, il y a une phrase de monsieur Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français, qui résume un peu le sens de mon engagement. Il disait, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités à partir de la place qui est la sienne. La construction d'un État démocratique et moderne est un processus dans lequel notre pays est indéniablement engagé depuis de nombreuses années. Et on ne peut pas construire une démocratie forte sans avoir des partis politiques forts. Des partis politiques forts par l'intelligence, forts par la jeunesse et aussi forts par la bonne volonté. À travers cette expérience au sein du PAN France, nous avons fait un constat qui me semble important à relever aujourd'hui, sur lequel j'insiste, c'est celui de la désaffection partisane des MRE. Aujourd'hui, les MRE revendiquent le droit de vote et par conséquence le droit d'être éligible aux élections parlementaires. Les MRE revendiquent un ministre MRE issu des MRE. Les MRE revendiquent aussi une meilleure intégration de leurs préoccupations au sein des politiques publiques. Mais le paradoxe qui entrave ces revendications, c'est que le MRE ne se mobilise pas assez autour des partis politiques. On ne peut pas répondre à ces revendications si les MRE continuent à bouder les partis politiques. Et j'en profite de cette tribune pour lancer un appel à mes concitoyens MRE. Engagez-vous dans les partis politiques pour infléchir les programmes en votre faveur. C'est la seule issue pour qu'on puisse intégrer les préoccupations de nos concitoyens MRE dans les politiques publiques produites au sein du Parlement et par le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui s'opposent au droit de vote direct des MRE avancent cet argument, c'est-à-dire une faible offre démocratique parmi les MRE. Et on ne peut pas continuer à leur donner raison. Je pense que c'est ça, en gros, le sens et l'essence de mon engagement au sein du PAM. Alors, étant donné le temps, vous savez qu'on n'a qu'une heure d'émission, je vais passer la parole à Abdeltif qui a une question pertinente à vous poser.
Non, du tout, cher Aziz. Ce n'est pas une question pertinente, mais par contre, c'est une question qui répond un petit peu par rapport au problème qui vient d'être soulevé par C'est Ali sur l'histoire de la mobilisation des MRE sur l'aspect politique. Ma question, quel travail, quel programme le PAM est en train de préparer ou préparera-t-il dans l'avenir sous forme d'une caravane ou autre à travers la France pour mobiliser les Marocains, sachant qu'on est sur une région où résident plus de 120 000 Marocains, on est au carrefour de l'Europe, on est à 120 km de Genève, on est à 240 km de Turin, donc c'est un carrefour d'Europe très important et très influent politiquement parlant, économiquement aussi. Quels sont les prochains projets du PAM dans notre région? Vous savez, dès qu'on a commencé à travailler sur la construction de cette nouvelle section en France du parti, nous avons adopté une approche qui est axée sur l'ouverture, la proximité et surtout la démarche participative. C'est dans ce sens que nous avons décidé au sein de la section France du parti d'organiser une caravane qu'on va appeler la caravane de la citoyenneté, pour aller à la rencontre, au contact. C'est totalement en cohérence avec nos aspirations, à savoir les réalités du terrain, et aller rencontrer les MRE, qu'ils soient issus de la société civile ou des acteurs économiques, des acteurs culturels, scientifiques, etc., et qu'on puisse recueillir leur doléances et présenter un programme pour le parti. Ce programme, bien évidemment, il va être intégré, il va faire partie intégrante du programme électoral qui va être défendu par le parti lors des prochaines élections, qu'ils soient communales ou législatives en 2016. Et c'est notre conviction, c'est notre conviction principale. On ne peut pas travailler sans impliquer davantage les citoyens MRE. Et d'ailleurs, la caravane, il va y avoir une étape de la caravane à Lyon où nous aurons le plaisir de rencontrer tous les acteurs de la région. Alors j'espère qu'on pourra vous recevoir, vous viendrez bien sûr nous rendre visite, vous êtes les bienvenus à notre Radio Pluriel. Donc la question était vraiment pertinente. Merci Abdeltaif, elle était importante parce qu'elle permet de créer ce lien. Puisqu'on est toujours dans le programme du PAM, moi une question importante, vous vivez en France, vous connaissez l'action sociale comme amortisseur, comme un outil, un amortisseur. Ma question, c'est quel est le programme du PAM en matière d'action sociale et de politique sociale au Maroc? Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes lignes très rapidement, puisque le temps est compté? Vous savez, le PAM a adopté un référentiel idéologique intitulé La démocratie sociale ouverte lors de son dernier congrès extraordinaire de 2012, et dont la justice sociale constitue la colonne vertébrale de ce programme. Sur le plan économique, de ce fait, le parti veut offrir les conditions légales et institutionnelles favorables à une économie libre et solidaire, j'insiste sur le mot solidaire, tout en rejetant l'économie de rente qui s'est développée et qui représente un obstacle, bien évidemment, au développement humain. Sur le plan, je dirais, sociétal, nous avons une conviction, c'est qu'une société ne peut être prospère et épanouie que si elle reconnaît les fondements du pluralisme qui la compose, qu'il soit un pluralisme linguistique, ethnique, religieux, régional, etc. D'ailleurs, toutes les propositions de loi qui font l'actualité en ce moment vont dans ce sens de l'ouverture. Le pluralisme, il faut vraiment faire un travail de profondeur sur le pluralisme de la société marocaine. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, dans votre question, c'est que vous m'interpellez sur un sujet sur lequel beaucoup d'associations MRE ont énormément travaillé. Vous savez, le développement social dans les régions du Maroc où la précarité persiste, beaucoup d'associations font un excellent travail et il faut vraiment soutenir ce travail en offrant plus de moyens aux associations, et aussi par un grand travail de rationalisation de l'administration et la lutte contre toute forme d'arbitraire dans l'administration et dans les processus de subvention. Ces associations peuvent jouer un rôle important dans ce qu'on appelle le processus de co-développement nord-sud entre l'Europe et le Maroc. Alors, donc, si j'ai bien compris, Monsieur Lazar, c'est Ali Lazar, vous souhaitons un jour d'être ministre
des MRE. Et si vous êtes bien sûr, rendez-vous est pris avec le monde associatif pour que vous puissiez leur débloquer un ensemble de subventions, si je comprends bien. J'ai dit il faut rationaliser. Je pense que l'État ne peut pas donner des subventions à tout le monde. Oui, je vais être obligé de vous couper. Non, mais je comprends. Et de rationalisation dans les processus. Très bien, on va être. Écoutez, je tiens énormément, nous tenons toute l'équipe d'Arc-en-Ciel, nous tenons énormément à vous remercier pour votre intervention. Bonne continuation dans vos actions citoyennes et à très bientôt. Merci Abdeltif. Merci à vous. Merci Ali Al-Zahar et merci à toute la direction du parti Authenticité et Modernité et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. خطر المغاربة عاود 3 عاود 5 سرح إيها ها هذه في خاطر الوجدة وناس الشرق. إيها دور أيا الزغرتت أيو أيوة إيها أدروات أغوش الفوق التحت اليمين الجنوب الغرب الشرق إيها هلي أيوة ادخل عاود 3 عاود 5 سرح les deux. Voilà. Yeah. Ha. Yep. هذا واحد الانجليزي جا من الانجليز وجا عندنا الشارع ديال وجده ومشى عندك الصحراوي اللي يقليو القوقا والحمص. ذاك الانجليزي فوق الصوالح توريست غادي عندك الصحراوي هضر معاه بالانجليز قال له سبيك انجليش. ذاك الصحراوي قال له لا خويا مش معاه ما نقليوش قال له غير سمتو له. هذا واحد المعلم رسم التلاميذ قرقره. التلاميذ قال لهم ما هذا؟ واحد الكاسول قاعد في التالي قال له ما هذا؟ قال له جي لهنا. ما هذا؟ قال له قرقرة. ما هذا؟ قال له قرقرة. سير مشى جلس بلاصتو ناض صاحبو اللي قاعد حدا قال له ما هذا؟ قال له ضيف دعاته وقعد وانتخ هذا قال له والله لا تبان بحال قرقرة من بعد. هذا واحد الوجدي عندنا نهار العيد نشرات خرفان 200,000 250 300 400,000 هو شرع التروس تاع السبنيول ب 70,000. صباح العيد مشاو للمصلى يصليو خرجت الناس من المصلى بقاو يتغافروا عيدك مبروك ما قال عيدك مبروك خرجت الناس العياد بقات تذبح حتى هو خرج ذاك العتروس يذبح له ذاك العتروس نتفر له طلع له في البوطو ديال الضو ديك تاع السيمه طلع حتى لفوق وقعد تما وبقى هو البز الكيسان هرسوهم تاع التنقره في العتروس ما بغاش يهود. الناس ذبحت اللي شويه الملفوف شويه دخاخن في السماء ولا الا وهو غير خر واحد شويه زعف يلا الله يا ربي لا شرات العيد وانا شريت تريسيان.
قصدو. واحد المعلم رسم التلاميذ تركتور وقال لهم ما هذا، واحد توتاو كما قلنا على القهوه انطق من التالي قال له ما هذا، قال له ترك 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 ترك. المعلم قال له قلت لك ما هذا ماشي قلعوا، انا ما قلت لكش دير لهم، انا قلت لك قلعوا. هذا واحد اخر ديالنا مشيت في لاج كوليج فوجده، مشى لفرنسا، كان هنا يبيع البطاطا طوماطيش، داير السنادق على الحمار، يدور في الشوارع يبيع البطاطا طوماطيش، حن عليه الله، جا عطاوه الفيزا مشى ليه، عيا دور على الخدمه ما صافش، قالوا والله غير نقلبها حتى هنا حمار. شرا واحد الحمار دار له 3 ديال السنادق، بقى يبيع البطاطا طوماطيش القرنيع والى اخره. هودت واحد الروميه عنده، قالت له عطا، هودت عنده وريد حماره، جات عنده ديك الروميه جايبه معاه واحد المش، ذاك المش الصغير تهضر معاه، دخلت عندك الخضار قالت له شحال هذه بالفرنسيس، ذاك المش طا مال الصندوق باش واحد المطيشه، هذيك الروميه درت مع المش، قالت له شت توش با ميشيل. ذاك مول الحمار قال لها مدام تلمشاوش هنا تسميهم مشا، قلت له معلوم الرابو مارلي. Arc-en-ciel, la chronique. Eh bien, notre chronique de ce dimanche 19 janvier s'intitule « Le Maroc, plateforme incontournable entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, avantages et contraintes pour le Royaume ». Les lecteurs d'Amin Malouf ne me contrediront pas. Dans Léon l'Africain, le héros, pour démarrer sa carrière d'homme d'affaires, organise sa première caravane pour se rendre à Tombouctou et commercer. Ainsi, depuis des siècles, le royaume a eu des liens économiques forts avec l'Afrique subsaharienne. La situation géographique et la stabilité politique du royaume, tant par sa bonne gestion de la crise financière que du passage du printemps arabe sans réel souci, sans aucun problème, en font un acteur incontournable pour le développement économique de la région et des rapports avec les pays subsahariens. Le Maroc a toute la légitimité historique, politique et économique pour permettre le développement des relations entre l'Europe et les États d'Afrique de l'Ouest. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous allons recevoir Hamid Chariet. Ce jeune franco-marocain est souvent décrit comme étant un jeune intellectuel plein de talent, voire même un touche-à-tout. Journaliste, analyste en géopolitique et écrivain, entre autres une pièce de théâtre, Sicile et le bal masqué, et une nouvelle, La Villa des Roses. Bonjour Hamid Chariet. Bonjour. Eh bien, d'abord, en nom de toute l'équipe, je vous remercie d'être avec nous en direct pour répondre à quelques questions. Je vais d'abord vous poser une question, on va rentrer dans le vif du sujet, sur le rôle du Maroc avec l'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment, voire votre analyse sur le rôle du Maroc par rapport à l'Afrique subsaharienne? Je parle du rôle actuel. Oui, d'abord je vous remercie pour les invitations, je remercie notamment les auditeurs qui nous écoutent. Alors oui, effectivement, comme vous disiez dans votre introduction, le Maroc a des atouts considérables au niveau de la région africaine, du continent africain. Il faut savoir que le Maroc, malheureusement, est sorti de l'UA, l'Union africaine qui était l'OUA à l'époque, et a un atout considérable, notamment à travers son partenariat Sud-Sud. Il est intéressant aussi de lire le rapport du Sénat, qui vient d'être publié, le rapport numéro 104, qui met en évidence que le Maroc est devenu non seulement un acteur géostratégique et qu'il conquiert le Sud. C'est à travers cette dynamique, disons, historique, sociale, politique et économique que le Maroc peut jouer un rôle, à travers non seulement des accords de libre-échange à travers l'Afrique, c'est notamment l'accord de la SENSAD. J'avais publié notamment un article il y a 3 mois dans un journal bien connu, Libération, du Maroc, et j'avais demandé que le Maroc devait réintégrer l'UA pour effectivement développer, disons, un accord de libre-échange avec l'Union africaine. Car cette erreur, disons, géostratégique, par des considérations notamment avec le Polisario, la RACD, le Maroc est sorti. Donc le Maroc a tous ces atouts-là, mais encore faut-il qu'il soit, disons qu'il soit beaucoup plus, je dirais, un acteur majeur. Je pense que sur cette affaire-là, le Maroc a voulu poser un cadre par rapport à l'Union africaine, mais on ne va pas refaire l'histoire. Tout à fait. Mais
je crois que le Maroc a développé non seulement des conseillers économiques dans des ambassades, ce qui est aussi intéressant de ce point de vue-là, et il doit l'erreur, disons, qui a été faite aussi, c'est je crois que les acteurs sociaux n'ont pas été pris en compte, et disons qu'il y a aussi un développement à travers l'Afrique de l'Ouest, à travers plusieurs échanges. Le Maroc, il faut pas oublier, a signé plus de 300 accords, avec les pays africains. Comme nous le savons, Sa Majesté Hassan II avait effectivement une politique africaine avec plusieurs dirigeants dont il avait beaucoup de liens amicaux avec notamment Mobutu, plusieurs dirigeants africains, Félix Houphouët-Boigny, voilà, et parmi tant d'autres. Mais Sa Majesté Mohamed VI, lui, a axé sa nouvelle, disons, géopolitique, sa nouvelle priorité à la coordination sud-sud, ce que dans les médias marocains on a appelé. Et cette coordination s'inscrit autour de plusieurs axes. C'est d'abord le développement économique de l'Afrique à travers non seulement des micro-projets, puis inondations, infrastructures, santé, éducation. Et c'est pour cela que Sa Majesté, à travers, depuis l'intronisation d'ailleurs de son règne, a visité plus de 23 pays en Afrique. Donc c'est une première pour le Maroc d'un point de vue historique. Et le Maroc aussi a cette particularité-là de l'islam, notamment malikite, à travers aussi la tariqa Tijaniya que nous savons au Sénégal. Il y a aussi ces liens, parce que n'oublions pas que le Maroc avait une particularité, disons, historique, qui est, si on remonte bien, ce que l'Istiqlal appelait le Grand Maroc. Voilà, pour les amertumes du Grand Maroc. Oui, c'était que le Maroc allait de Tanger jusqu'au fleuve Sénégal, c'était Abbas El-Fassi. Il y a Abdeltif Satri qui voudrait vous poser une petite question. C'est Abdeltif. Oui, c'est Hamid. Ma question, c'est dans le cadre du cadre du titre de la chronique. Le Maroc est considéré comme plateforme incontournable entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ma question, quels sont les avantages et les contraintes que le Royaume doit prendre en compte par rapport à cet engouement européen, voire américain, sur le Maroc comme plateforme, comme un pays de connexion vers le marché africain? Alors moi je dirais d'abord dans un premier temps, c'est que le Maroc a des avantages considérables, comme je l'ai rappelé au tout début de la première question, qui suit bien sûr la deuxième, c'est que le Maroc a une influence, ce qu'on appelle une diplomatie d'influence, à travers non seulement la religion, parce que Sa Majesté est le commandeur des croyants aussi, mais à travers aussi les investissements marocains. Il faut savoir que le Maroc s'est doté d'une structure qui est l'AMD, je crois, si je me trompe de mémoire, l'agence marocaine d'investissement, qui est un peu comparable à l'AFD, l'agence française de développement. Mais il y a un paradoxe aussi, c'est que le Maroc aussi, comme nous le savons, est demandeur et emprunteur d'argent au niveau international. Donc c'est une ambition aussi qui a été faite par le Maroc. Et je crois que le Maroc doit d'abord régler pas mal de problèmes au niveau économique, notamment la résorption de sa dette extérieure qui plombe beaucoup l'économie marocaine. Et nous avons vu aussi que le Maroc a évidemment bien résisté, disons, à la crise financière, car le Maroc a beaucoup d'atouts. Nous avons aussi une agriculture qui est très 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 disons fluctueuse. Mais comme vous le savez, l'agriculture est souvent due à des contextes de pluie, disons, climatiques. Voilà. Alors, pardon, oui, je vous laisse finir et puis on va passer à la troisième question. Oui, les contraintes, disons, c'est que le Maroc il faut pas oublier, c'est que le Maroc a suivi une politique agricole. C'est-à-dire avait développé une politique agricole sur les années 70 sous Sa Majesté Hassan II. C'est-à-dire que le Maroc aussi, comme vous le savez, il y a eu les printemps arabes dans votre introduction, ce qui a permis disons, la stabilité aussi du Royaume du Maroc, c'est à travers aussi la caisse de compensation. La caisse de compensation, il faut pas oublier que c'est une caisse qui aide, disons, la population marocaine à travers notamment des produits, disons, de première nécessité. Et moi, je crois qu'il y a eu une erreur un peu stratégique dans les années 70, c'était un peu de délaisser un peu tout ce qui était blé, orge, parce que le Maroc était indépendant au niveau disons, de tout ce qui était production de blé et orge, et cela a été métamorphosé plus sur une politique agricole agrégaire, d'agrumes. Voilà. Et je crois que le Maroc devrait quand même un peu, disons, modifier cette donne. Je crois que vous comparez à la fois l'autosuffisance alimentaire, la problématique de l'autosuffisance alimentaire et la problématique
nécessaire à la fois aussi d'une agriculture apporteuse de devises, donc d'exportation. Et c'est vrai que le Maroc avait plutôt choisi cet axe-là. Tout à fait. Vous êtes là avec nous, parmi nous. Tout à l'heure, on a eu Ali El Zahar qui nous a parlé de son engagement dans l'espace politique. J'ai une question importante. Vous êtes un journaliste, un fin critique et un fin connaisseur de nos compatriotes en France. Alors, quel est à votre avis le rôle que peuvent jouer les Marocains résidant à l'étranger, tant par leurs compétences que par la dynamique de leurs associations, dans un élan général par rapport à ces projets marocains et ces ambitions marocaines? Alors moi je crois que d'abord, moi j'avais écrit, vous savez, une analyse dans le Soir Écho. Je ne suis pas un grand fan, disons, de l'expression MRE, Marocain résident à l'étranger. Moi j'avais appelé, malheureusement, dans le journal qui n'existe plus, qui était un journal, disons, l'un des grands journaux libres du Maroc, qui était le grand journal Le Soir Écho, comme vous savez. C'était fondé par Monsieur Tazi, qui a été repris par Monsieur Tazi, et puis rédacteur en chef, Monsieur Hafid El-Jay. Et donc, moi, j'avais écrit un article qui était des MRE ou MCRE, des Marocains citoyens résidant à l'étranger. Comme vous le savez, la nouvelle constitution qui a été prônée par Sa Majesté Mohamed VI donne de plein droit aux MCRE, aux Marocains citoyens résidant à l'étranger, le droit des représentations politiques, le droit de s'exprimer notamment. Moi, je crois que les MCRE ont de grandes compétences en France. Encore faut-il que certaines institutions puissent leur offrir. Notamment, il y a un débat, par exemple, sur la Chambre des conseillers, Moustacharine, et le Parlement, où il n'y a pas de députés MCRE qui puissent représenter. Nous avons, par exemple, en titre de comparaison, et vous le savez très bien, en France, des députés qui représentent les Français à l'étranger, et malheureusement, le Maroc l'a pas. Nous avons aussi, par exemple, des institutions comme le Conseil économique et social, qui a été présidé, dont la présidence a été par M. Chakib Ben Moussa, qui est maintenant ambassadeur de France à Paris, qui était président du Conseil économique et social. Nous avons ambassadeur du Maroc à Paris. À Paris, qui est actuellement, mais qui était ancien président du Conseil économique et social. C'est M. Nizar Baraka, je crois, actuellement. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Donc, toutes ces institutions-là, les MCRE, veulent notamment comment dirais-je, donner leurs compétences, mais encore faut-il qu'il y ait des liens. Je crois aussi la deuxième des choses qui est importante, c'est le tissu associatif. Le tissu associatif est très fondamental. Il permet non seulement de créer du réseau, des liens, de défendre notamment par exemple la cause du Sahara marocain, qui est très important, parce que nous avons certes une diplomatie qui est active, mais nous pouvons aussi avoir des relais associatifs, des relais d'investissement, des relais économiques, des relais d'affaires. Voilà. Tout cela, je crois que cela doit être prendre en considération. Voilà. Donc, on va revenir un peu à notre sujet de départ. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner votre sentiment sur ce concept de colocalisation, inconvénients et obligations mutuelles, et plus principalement pour un cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation franco-marocaine? Alors, ce concept-là, il faut savoir que cela a été rédigé ou disons conceptualisé au Sénat dans un rapport, je crois qu'il est le rapport 307 du Sénat. Ce concept-là, c'est de mettre en place une stratégie commune de coproduction et de colocalisation. Donc, c'est-à-dire que les pays du Maghreb, comme l'on sait, et c'est là où effectivement il y a un problème, parce que moi je crois qu'aussi la question économique du Maroc aussi passe par la question de l'UA, l'Union du Maghreb aussi, qui est très important aussi, parce que cela plombe, comme vous le savez, beaucoup de choses, notamment en matière d'économie. Il y a beaucoup de lacunes sur ce point-là. Et les pays du Maghreb, je disais, ont un secteur traditionnel, disons, sous-dimensionné. C'est-à-dire qu'ils ne transforment une partie de leurs matières premières et ne fabriquant très peu de produits de consommation. C'est-à-dire ce qui explique notamment le déséquilibre de leur commerce extérieur. Ça, c'est le premier point. Donc, le développement régional, comme on le sait, c'est-à-dire que ce concept de colocalisation et coproduction, c'est un développement régional qui permet un tremplin vers le marché mondial. Je dirais, c'est ça cette définition-là. Et en effet, nous avons un cas historique que peu de gens, je dirais, n'ont pas analysé malheureusement dans la presse marocaine ou la presse française. C'est en effet l'Allemagne. L'Allemagne l'a fait dans les années 2000. L'Allemagne l'a fait dans les années 2000 avec ses voisins européens d'Europe centrale et orientale. C'est-à-dire qu'il y avait une sous-traitance pour envisager la création commune d'entreprises avec investissement croisé, disons,
comment dirais-je, de co-traitance. Oui, tout à fait, c'est tout le travail qui était fait avec la Tchéquie, avec la Pologne, principalement. Tout à fait, exactement, et de coproduction. Donc là, on peut même pousser effectivement l'analyse globale, encore beaucoup plus, et effectivement mettre une articulation, c'est la problématique, la question de l'immigration. C'est-à-dire que là, nous aurons une immigration entre nord-sud et sud-nord. Eh bien, et comme vous le savez aussi, la question de l'immigration que Sa Majesté a régularisé certains immigrants qui étaient au Maroc, il y a cette question-là aussi qui est prise en compte. Voilà. Écoutez, nous n'hésiterons pas à vous réinviter parce que ça va être le sujet d'une future chronique qui est celui effectivement de la gestion à la fois de la migration des pays de subsahariens qui viennent pour aller en Europe et qui s'installent au Maroc d'une façon plus ou moins pérenne, mais aussi une immigration qui cherche aussi à venir au Maroc, qui vient tant de l'Europe que de l'Afrique. Hamid Chariet, merci beaucoup pour votre intervention et puis vraiment on espère vous avoir très prochainement pour continuer à échanger avec vous sur ces sujets. Merci, je remercie toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abdeltif, écoute, oui, je te remercie. Oui, Aziz, je tiens à remercier notre intervenant, c'est Hamid Chariet, par rapport à cette intervention de qualité. Et l'avantage, j'aimerais bien insister là-dessus, c'est que maintenant le Maroc a bien pris de l'avant en créant une nouvelle ministère qui s'appelle le ministère des Émirats, bien entendu, mais de la migration aussi. Donc, c'est une anticipation assez intelligente pour l'avenir de notre pays, soit sur le plan économique vis-à-vis de l'Europe, ou bien aussi immigration de main-d'œuvre de l'Europe vers le Maroc, voire le sud de l'Afrique. Oui, cher Aziz. Oui, c'était juste pour te dire donc que nous allons faire une émission, mais aussi pour dire que l'importance par rapport à l'Afrique, elle est aujourd'hui par rapport à l'OUA, il y a des relations qui sont en train de se faire, mais que l'intégrité territoriale était nécessaire à défendre, et je pense que la position marocaine a été une réponse à un état de fait, mais que aujourd'hui le rôle joué par Sa Majesté dans l'espace subsaharien va permettre de réconcilier tout ce monde. Merci. Merci, cher Abdelaziz. Merci. Arc-en-ciel, animation festive. سيداتي ونساء سادتي الساعة 2:43 دقيقة، ما تبقى لنا من الوقت سنقضيه طلبا تلبية لرغبات العديد من مستمعينا الكرام بالمغرب وهنا بالريجون غونالب وكذلك بمدن أخرى بأوروبا، تلبية لرغباتهم، لأن الفقرات ديال التسلية فرقة ديال التفكار ديال الحباب الطرب المغربي الأصيل سنقوم بما تبقى من الوقت بتقديم هذه الأغنيات وهذه الفكاهات ذات دلالات اللي تدخلنا تفكروا بلادنا وبلادنا دائما وتكون إن شاء الله على خير.
في هذه الأجواء، أجواء الفرح لتتخيم بإذاعة Arc-en-Ciel et l'émission marocaine, بإذاعة Pluriel, pardon, et l'émission Arc-en-Ciel, votre émission marocaine pour la promotion des Marocains du monde, pour la promotion de notre pays d'origine auprès de notre pays d'adoption. نبقى في إطار الفكاهة، وهذه الفكاهة اللي تدل على أكثر من دلالة بأن المغاربة كاين غير واحد، وهما يا المغربي. ضربنا عبده بربعة لزيرو، بيت تابع بيت انا فرحان. ورا عبده رجال عندهم اكرام الضيف، خليهاكم تربحوهم، وحنا شكون وكون ما كنا حنا اللي نصيفطوا لكم الحوت يعطي الكالسيوم والفيتامينات اللعابه غتربحونا. وديك جوج كوام الجواد ديال القرعه اللي صيفط لك انا والنامس على من نحسبوهم؟ ها؟ ايه والقرعه سيدي حنا باش كنسقيوها بمناضه، ياك القرعه كنسقيوها بالبير، والبير عبدي. شنو بغيت؟ البير دوكالي لا واه؟ البير عبدي يا سي محمد. البير دوكالي يا ربيع عبدي يا ودي دوكالي. قلت لك البير عبدي ناك الله البير دوكالي والله القساوي الا البير العبدي دوكالي. أو دوكالي عبدي دوكالي. واش ما بغيتوش تساليو من هاد القصة؟ البير راه رد منه وقطعنا الشك، وعصر الأساطير سهلة. هذا راه القرن ال21، وقابلوا بعضياتكم وخليو الاخرين قاضيين الغرض. هادو زوج ديال المغاربه، واحد ساكن في بركان والاخر في وجده. من الصيف للصيف كيتلاقاو في البحر ديال السعيديه، ولكن السعيديه حنا الناس د بركان قاديناها ونقيناها مزيان، ولا دابا ديال التبحرات. يما على الزفار. واش شتي حنا وجاده؟ حنا اللي صوبنا السعيديه. اسمعني، درنا لها جوج ديال لي فوا تيديو وجوج ديال لي فوا تيجيبو. الله يهديك، في الاصل السعيديه راها محسوبه على بركان. وشوف نقول لك باش نكونوا واضحين، السعيديه محسوبه على وجده، وكاين داكشي في الاوراق وفي التيتر. الله يهديك، راها محسوبه على بركان. وجده بركان وجده. سيدي مولاي، ياك حنا كنا مغاربه. عرفتي شنو غادي نديرو؟ نهار ليك ونهار عليك، واحد يمشي للبحر والاخر يحط الفوطه. متفقين؟ فؤاد بورقراك زوج ديال الرجاله، كل واحد عنده الفلوكه ديالو، واحد سلاوي والاخر رباطي، كلها ورزقو، ولكن عندهم مشكل. ايوا وليدي، انت اللي جات معاك كتصور وكتحسب في الفلوس وانا جالس مربع يدي. واخاي انت البارح ديتي فاياج وجدتي فاياج، قلت لك شي حاجه وانا كتعرفني اخاي، انا كنسالي مع الربعه حتى العصر تنحبسوا. وانت والبارح اللي درتي مع طاشمه البشر كتجيبهم من سلا وتديهم حتى للرباط، وكدير معاهم في العشيه وكترجع تهدهم من الرباط لسلا، وانا ما قلت والو، قالت غير كنشف الدبان. واش ندير لك اخاي انا؟ هو انت تصور في الفلوس وانا نجلس؟ خاصنا ليه شي حل هادشي. وشوف ليه شي حل، شوفوا حل. عطينا من عندك نيت انت الحل، انت اللي مصور الفلوس. وشوف انت الحل، انت اللي كدوي على الفلوس، شوف لنا الحل. واخا سيدي، واخا انا نعطيكم الحل عاوتاني، وانتم شوفوا شنو غادي نديروا باش حتى واحد ما ياكل رزق الاخر. اللي مشى من الضفه الاولى عامر يرجع خاوي، والعكس، والناس اللي حطهم الاول يردهم الثاني. سيداتي وانسي سادتي، ما بقى الا نودعكم في الدقائق الاخيره على نهايه برنامجكم المحبوب. طالبين باذن الله نكونوا عند حسن الظن، والهدف ديالنا قبل كل شيء هو اعلاء رايه وطننا الام بوطننا اللي تستقبلنا وعايشين عنده، وطننا الثاني فرنسا. ونبقى مع هذه الاغنيه ذات دلالات لوليدات المغرب، والى الملتقى الاسبوع المقبل ان شاء الله.